Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Comment jugez-vous le plan France 2030 présenté hier par Emmanuel Macron, 30 milliards d'euros d'investissement pour renforcer les positions de la France dans un certain nombre de secteurs stratégiques? Bien, on ne peut que souscrire à l'objectif de réindustrialiser notre pays. Nous savons que c'est une faiblesse de la France, et on l'a vu pendant l'épidémie. Mais je serais tentée de dire enfin, et je ne peux pas ne pas lire dans cette annonce la volonté du président de la République de commencer sa campagne présidentielle. Vous avez une forme de programme? Ah ben, clairement, il est dans cette intention-là. Et le reproche qu'on peut lui faire, c'est que finalement, c'est en contradiction avec la politique qu'il a conduite quand il était ministre de l'économie. Je rappelle la vente d'Alstom Énergie quand il était ministre de l'économie. Et puis, sous ce quinquennat, regardons l'exemple du nucléaire. Il est emblématique. Après avoir voulu réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique, aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce qu'il va l'augmenter. On ne dirige pas en zigzagant. Il faut une ligne claire. Donc voilà, c'est une intention. Mais vous savez, en politique, l'intention est une chose, la mise en œuvre en est une autre. Est-ce que les secteurs choisis vous paraissent pertinents? Le nucléaire, l'hydrogène vert, les véhicules électriques et hybrides, et puis les innovations de rupture. Bon, c'est un concept, les innovations de rupture dans l'agriculture. Comme toujours avec Emmanuel Macron, il y a des mots qui claquent. J'ai noté des expressions comme apporter sa contribution au monde. La France doit apporter sa contribution au monde. Donc oui, l'innovation, bien sûr. Toutes les politiques industrielles ont cherché à innover, mais n'est pas Pompidou qui veut. Et puis, il y a des secteurs traditionnels qui se portent très bien et qui méritent eux aussi d'être soutenus. Donc, je pense qu'on doit aller vers l'innovation. Mais bon, on peine à voir quand même concrètement comment les choses vont se décliner. On ne sait pas ce qu'il en sera de la gouvernance. Et puis, tout ça reste quand même financé par de la dette, il faut le rappeler. Alors, puisque vous dites que Emmanuel Macron est sans doute déjà en campagne, Valérie Pécresse estime que le président de la République est en train, je la cite, de cramer la caisse avant l'élection présidentielle, c'est-à-dire de faire exploser la dépense publique. Vous pensez comme elle? Les chiffres sont là, le déficit public est abyssal. Oui, mais la enfin, dette... il y a eu la crise sanitaire. Oui, mais même en dehors de la crise sanitaire, on est en déficit primaire. Contrairement à des pays comme l'Italie, par exemple, la France n'est pas en bonne situation budgétaire et financière, pas du tout même. Et puis depuis quelque temps, depuis la rentrée, il n'y a pas un jour sans que le gouvernement n'annonce des dépenses à coût de centaines de millions, voire de milliards. Tout ça donne le vertige parce qu'on sait très bien que la France n'a aucune réserve budgétaire pour cette politique. Et donc, c'est la dette qui finance tout ça. Et la dette, ça repose sur les générations futures. Donc, je comprends que la jeunesse de France aujourd'hui soit traversée par une grande inquiétude de l'avenir, parce qu'en réalité, rien n'est fait pour la rassurer. Quel rôle les Républicains vont pouvoir jouer dans le débat sur le projet de loi de finances qui est arrivé à l'Assemblée avant-hier? Eh bien, les Républicains, fidèles à leur tradition en la matière, veulent être la voix de la raison. Nous avons d'excellents connaisseurs de la matière budgétaire que sont Éric Woerth, le président de la commission des finances, ou Gilles Carrez. Donc, à la fois dénoncer les impostures, les manques, songez quand même qu'il y a plusieurs milliards aujourd'hui absents du budget qui seront introduits par voie d'amendement gouvernemental. Le fameux plan France 2030 notamment. Notamment pour quelques milliards en effet. Une trentaine, oui. Non, mais 30 milliards, c'est le coût du plan global. Oui. Mais cette année, ce sera dans le budget de cette année, peut-être 3 ou 4 milliards sur le budget 2022. Mais on n'en sait rien, parce qu'en réalité, on n'a pas vu encore la traduction budgétaire. Donc tout ça est un peu cafouilleux. C'est un budget incomplet, c'est un budget dépensier, et c'est un budget qui ne rétablit aucun déséquilibre dont la France a besoin, parce que, encore une fois,
le déficit est abyssal, la dette explose. Tout ça, ce sont des facteurs de perte de souveraineté qui sont très préoccupants. Xavier Bertrand s'est donc résolu à participer au congrès des Républicains qui choisira début décembre le candidat du parti à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que les militants vont lui pardonner d'avoir tenté presque jusqu'au bout de faire cavalier seul ? Les militants, ils sont sensibles à une chose en particulier, c'est l'unité et le rassemblement. Et Xavier Bertrand a montré par cette décision que la voie du rassemblement lui paraissait la meilleure. Sans doute parce qu'il n'avait finalement pas le choix. Écoutez, il aurait pu dire, après tout, j'y vais, je suis le mieux placé dans les sondages, et puis les autres concurrents seront les diviseurs puisque moins bien placés. Non, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la portée de son geste. Il a choisi la voie de l'unité et du rassemblement. On sait aujourd'hui que les Républicains auront un candidat et un seul, et c'est une très bonne nouvelle. Ça démontre aussi que nous avions raison de donner le temps à ce processus de rassemblement. Si nous avions voulu forcer la marche, eh bien, nous ne serions pas arrivés probablement à cette décision. Maintenant, il appartient aux électeurs des Républicains de désigner le meilleur candidat, et il appartient aux candidats de démontrer qu'ils peuvent tisser un lien, non seulement avec le peuple de droite, mais avec les Français. Donc la balle est dans leur camp, si j'ose dire. Est-ce que les Républicains vont survivre à cette présidentielle? Le maire de Reims, Arnaud Robinet, a décidé de quitter le parti et de rejoindre celui que vient de créer Édouard Philippe, Horizon. Et Arnaud Robinet dit qu'il y a deux droites irréconciliables au sein des Républicains, pour reprendre l'image des gauches irréconciliables. Il y a, dit-il, une fracture idéologique avec une partie de droite modérée, humaniste et pro-européenne, et une autre qui a tendance à partir vers la droite. Il suffit, dit-il, de voir les propos récents de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui a parlé d'épuration ethnique pour décrire la situation dans certains quartiers, ou, dit-il, les propos aussi d'Éric Ciotti, qui a dit qu'il voterait Éric Zemmour s'il y avait un second tour face à Emmanuel Macron. Est-ce que donc les Républicains ne risquent pas de voler en éclats? Écoutez, Arnaud Robinet découvre l'eau chaude. Il y a toujours eu... Pour un robinet, c'est bonne guerre. Il y a toujours eu plusieurs droites. La droite bonapartiste, la droite orléaniste. Donc la question, c'est pour lui de justifier sa désertion. Bon, ça lui appartient, le choix lui appartient. Édouard Philippe clame sa loyauté à Macron. Je rappelle qu'il en a été le Premier ministre et qu'il a cautionné absolument toutes les orientations. Donc aujourd'hui, il prend ses distances. À la place d'Emmanuel Macron, je me méfierais. Il clame sa loyauté, mais je pense qu'il vit sa vie et en fait, il trace les perspectives de sa propre carrière politique. Certains ont décidé de le rejoindre. Bon, c'est leur choix. No comment. Merci Annie Genevard. Bonne journée.